Revenons à la tour à présent. Que se passe-t-il? On dirait un nouveau panache de fumée de grande ampleur. Voilà ce qu'on peut voir en ce moment au World Trade Center. Dan Daller, de la chaîne ABC, se trouve sur place. Dan, pouvez-vous nous dire exactement ce qui se passe? Oui, ici Dan Daller. Je me trouve au nord du World Trade Center. La seconde tour qui a été touchée par l'avion vient de s'écrouler complètement. Le bâtiment tout entier s'est effondré comme si une équipe de démolition l'avait fait sauter. Vous savez, comme quand on fait sauter de vieilles barres d'immeubles. La tour s'est écroulée et a disparu. Pour qu'un bâtiment s'effondre sur lui-même de cette façon, il semble probable qu'il y ait eu une explosion, qu'on ait placé une bombe à la base de la tour pour qu'elle s'écroule comme ça. Il est 10 heures ce matin à New York. La tour vient de s'écrouler. Des milliers de gens travaillent à l'intérieur. On n'a aucune idée de ce qui a pu se passer. On dirait presque une implosion planifiée. Tout le monde le sait, quand on veut démolir une tour comme celle-ci de façon délibérée, pour qu'elle s'effondre sur elle-même, il faut s'attaquer à son infrastructure. « 9h59, heure locale à New York. La tour sud du World Trade Center s'écroule en 10 secondes environ. 29 minutes plus tard, la tour nord fait de même, en 10 secondes environ. Plus tard, ce même jour, à 17h20, le bâtiment 7 du World Trade Center, une tour de 47 étages située à 100 mètres de la tour nord, s'effondre brusquement. On explique officiellement que les débris tombés de la tour nord auraient déclenché une série d'incendies fatals à l'intérieur du bâtiment 7. Si c'était vrai, ce serait la troisième grande tour à structure métallique de l'histoire qui se serait écroulée à la suite de dégâts et d'incendies. Les deux précédentes étaient les tours jumelles. Le 5 août 1970, à New York, un immeuble de bureaux de 57 étages a brûlé pendant plus de 6 heures du 32e au 36e étage. Le bâtiment ne s'est pas écroulé. Le 23 février 1991, à Philadelphie, le Meridian Plaza, une tour de 38 étages, a brûlé pendant 18 heures sur 8 étages. Les experts ont déclaré plus tard que c'était l'incendie du siècle. La tour ne s'est pas écroulée. Le 4 mai 1988, la First Interstate Bank de Los Angeles, Californie, une tour de 62 étages, a brûlé pendant près de 4 heures, détruisant 4 étages et endommageant un 5e. C'était l'un des incendies les plus destructeurs de l'histoire américaine. La tour ne s'est pas écroulée. Même les tours jumelles ont survécu à plusieurs brasiers. Tout d'abord à une série d'incendies en 1975, dont l'un sera comparé par les pompiers à un combat contre un lance-flamme. Puis un autre en 1999, au 104e étage de la tour nord. Et pourtant, le 11 septembre 2001, les tours jumelles ont brûlé l'une pendant 56 minutes, l'autre pendant 103 minutes, avant de s'effondrer comme des châteaux de cartes. On pourrait objecter que c'est dû à leur mode de construction. Les tours jumelles étaient composées de 200 000 tonnes d'acier, de 325 000 mètres cubes de béton, de 106 ascenseurs, de 43 600 panneaux vitrés et d'une antenne de télévision de 120 mètres de haut au sommet de la tour nord. Au cœur de chaque tour, il y avait un pilier rectangulaire de 30 mètres sur 41, composé de 47 colonnes d'acier, mesurant chacune entre 270 cm par 31 cm et 132 cm par 56 cm. La tour nord, achevée en 1970, culminait à plus de 454 mètres.
La tour sud, achevée en 1973, faisait 2 mètres de moins. C'était donc à l'époque les plus hautes tours du monde. Elles étaient conçues pour résister à de multiples impacts de Boeing 707, le plus gros courrier de l'époque. Et on vient nous raconter que ces tours ont été détruites par 40 000 litres de carburant? Un effondrement parfaitement symétrique, résultant de dégâts asymétriques et suivant la trajectoire de résistance maximale. Le National Institute of Standards and Technology, ou NIST, a conclu qu'il n'y avait aucune preuve que les tours jumelles se soient effondrées suite à une démolition planifiée. Le plus drôle, c'est que cet institut a intitulé son rapport « Analyse de l'effondrement des tours jumelles » parce que le dit rapport n'explique jamais comment les tours se sont écroulées. Il déclare ne pas prendre en compte la réaction structurelle de la tour, une fois que le point limite a été atteint et que l'effondrement est inévitable. 10 000 pages de rapport, mais pas une seule qui explique comment les tours ont pu s'effondrer comme elles l'ont fait. Le NIST a admis en avril 2007 qu'il était incapable d'expliquer complètement les raisons de cet effondrement total et qu'il ne procéderait pas à une recherche de traces d'explosifs. Heureusement, quelqu'un s'en est chargé à sa place. Je m'appelle Jeannette McKinley. J'habitais Manhattan dans la rue juste en face du World Trade Center le 11 septembre 2001. Je logeais là depuis 4 ans. J'adorais cet endroit. Quand je repense à ces années-là, je crois que ce sont les meilleures de ma vie. Donc le 11 septembre, j'étais en train d'écrire des courriels. J'étais devant l'écran de mon ordinateur. Boum! Et aussitôt, j'ai vu les flammes. J'étais si près qu'il me suffisait de tourner la tête pour voir la tour brûler. J'étais avec mon ami Jim Lecce. On a tout vu par la fenêtre. Il était fasciné. Il prenait photo sur photo et dès que je parlais de partir, il s'y opposait absolument. Il me disait « C'est historique. Tu ne te rends pas compte qu'on est en train de voir l'histoire se dérouler sous nos yeux. Pourquoi partirions-nous » J'étais dans ma cuisine. J'avais des fleurs dans la main. Et tout d'un coup, la tour s'est mise à tomber. Ma fenêtre a explosé. Jim a traversé l'appartement en courant. « Il faut sortir d'ici, l'immeuble s'écroule. » On avait l'impression que la tour s'abattait sur nous. Il y avait un énorme nuage, un nuage de débris causé par la chute. Quand la deuxième tour s'est écroulée, elle a engendré un nuage de débris qui est entré chez nous à 80 km à l'heure. Le nuage s'est engouffré. Comme une explosion. Beaucoup de gens voulaient s'assurer que ces effondrements étaient en fait des démolitions programmées. C'était l'avis généralement partagé ce jour-là. Même les journalistes à la télé parlaient de démolitions prévues de longue date. On discutait beaucoup pour savoir si c'était vrai ou pas. Et des amis à moi, qui savaient qu'il y avait de la poussière chez moi, connaissaient un scientifique, Stephen Jones, un universitaire. Je m'appelle Stephen Jones. Je suis diplômé de physique de l'université Vanderbilt depuis 1978. J'ai obtenu un doctorat de sciences physiques à l'université Brigham Young en 1973 avec les félicitations du jury. Après mon doctorat, j'ai travaillé en tant que post-doctorant à l'Institut de physique de Los Alamos. En juin 2007, j'ai examiné un échantillon de poussière que Jeannette McKinley m'avait fourni. Je me servais d'une loupe et je l'examinais au microscope optique, un microscope ordinaire, mais stéréoscopique, ce qui me permettait de mieux voir en 3 dimensions. Et ce que j'ai découvert,
C'est un fragment qui avait l'air d'avoir été peint. D'abord, je l'avais jugé inintéressant, mais l'apparence de ce fragment m'a frappé, surtout à cause de sa couleur rouge-orangée. Ensuite, j'en ai trouvé d'autres qui avaient tous une substance grise adhérant à la face rouge du matériau. Par la suite, on a trouvé plusieurs couches, mais la plupart de ces fragments ont deux couches, une rouge et une grise. J'ai passé un de ces fragments au microscope électronique, un microscope électronique à balayage. On l'a regardé en utilisant un système qui nous permettait d'identifier les éléments. Or, ce qu'on a trouvé dans la partie rouge, c'est un mélange d'aluminium et d'oxyde de fer, c'est-à-dire les composants de la thermite. Bien entendu, on l'a repassé au microscope électronique, de plus en plus près, de plus en plus grossi. J'ai fait venir un collègue à moi, le docteur Jeffrey Ferrer, un spécialiste du microscope électronique. Il a divisé l'un de ces fragments rouges et il en a tiré 4 échantillons. La fragmentation permet d'avoir une surface fraîche parce que dans la poussière, il y a toutes sortes d'éléments. Il y a du zinc, du titane, du calcium, un peu de tout. Grâce à la fragmentation, on a pu observer une surface fraîche. Et ce qu'on a identifié dans les 4 échantillons que nous avons minutieusement étudiés, c'est du carbone, ce qui est significatif, de l'oxygène, du fer et de l'aluminium. On a bien examiné les échantillons et tous les composants correspondaient à la thermite, sauf le carbone. Mais on a découvert que les gens qui font des expériences sur la superthermite pour lui donner plus de puissance, pour la rendre plus explosive, pour l'ajuster à différents types d'armements, lui adjoignent du silicone et une matière organique, autrement dit du carbone. Par exemple, un polymère comme le Viton, qu'on ajoute suivant les propriétés qu'on souhaite obtenir. Donc tout concorde. Ce qui m'avait surpris, c'était de trouver du silicone et du carbone. Mes renseignements pris, c'est ce qu'on utilise dans les laboratoires d'armement à Los Alamos et à Livermore. On utilise des adjuvants organiques parce qu'ils produisent du gaz. En même temps que la thermite explose, il y a production de gaz, ce qui augmente la puissance explosive. J'ai proposé de passer un de ces échantillons rouges et gris dans un appareil très sensible qui s'appelle un calorimètre différentiel à balayage. Et c'est ce qu'on a fait. L'appareil augmente lentement la température pour voir comment le matériau réagit. S'il réagit, s'il produit de la chaleur, on obtient un pic sur l'écran de contrôle. Plus il réagit vite, plus le pic sera pointu. S'il monte lentement en température, on aura un pic arrondi. La surface totale balayée correspond à l'énergie produite. C'est très instructif. Ce que le docteur Ferrer a fait, et il était très excité quand il me l'a annoncé, c'est qu'il a mis un échantillon dans le calorimètre différentiel à balayage et que le fragment a explosé à une température de 430 degrés. Mais plus important, le pic était haut et étroit, ce qui signifie que la quantité d'énergie était élevée et que l'explosion avait eu lieu. Il m'a dit, ce truc c'est de la bombe. Ça a les mêmes réactions que la nanothermite, ce sont les mêmes composants. D'après lui, on devait pouvoir produire du fer fondu, on devait donc voir des sphères de fer fondu. Imaginez que vous vaporisez de l'eau dans l'atmosphère. Vous avez des gouttelettes qui sont plus ou moins sphériques parce que la tension superficielle contraint le liquide à prendre une forme sphérique. C'est très simple. C'est la même chose avec le fer fondu quand il réagit à la thermite, qu'il s'agisse de thermite conventionnelle ou de cette super nanothermite. De toute façon, on obtient du fer fondu sous forme de gouttelettes. Ferrer m'a dit, il faut rechercher ces gouttelettes. Si on ne les trouve pas, qu'est-ce que ça peut être? Il faut trouver ces gouttelettes de fer fondu. Sinon, pas de preuve de réaction à la thermite, ou dans ce cas à la nanothermite. Alors on a cherché. Et là, on n'a pas été déçus. Les petits fragments rouges, après avoir réagi, libéraient une quantité énorme de petites sphères. On a comparé les traces obtenues dans ce calorimètre sophistiqué avec celles obtenues avec de la thermite connue.
Ce sont des données que chacun peut consulter. Le pic que nous obtenions est beaucoup plus étroit. La substance prélevée explose très rapidement et libère davantage d'énergie que celle explorée par les chercheurs avec la nanothermite identifiée. Comme si les résidus explosifs dans la poussière ne suffisaient pas, il y a d'autres aspects troublants dans l'effondrement des tours jumelles. La tour nord et la tour sud se sont toutes deux écroulées quasiment à la vitesse de la chute libre. 110 étages réduits à l'état d'acier tordu et de béton pulvérisé en l'espace de 10 secondes. À L2, les tours jumelles contenaient 500 000 tonnes de béton. Ce béton a été réduit en particules poudreuses de la taille de celle du talc et ont tapissé la partie basse de Manhattan. Il s'avère que des particules de métal fondues à plus de 1100 degrés centigrades ont été retrouvées dans Ground Zero, sous les tours jumelles et sous le bâtiment 7. Pompiers, policiers et personnalités politiques, y compris le maire de New York, Rudy Giuliani, ont témoigné de ces températures élevées. Même après les fortes pluies du 14 et du 21 septembre, et un arrosage constant de retardateurs de feu et d'eau qui ont créé un lac géant, les feux qui couvaient n'ont pas pu être éteints avant le 13 décembre 2001. C'est l'incendie de structure le plus long de l'histoire. Pour démolir les tours jumelles de façon contrôlée, il aurait fallu trancher simultanément les 47 colonnes centrales porteuses à la base des bâtiments. C'est sans doute pourquoi de nombreux témoins oculaires ont fait état d'explosions massives à la base des tours jumelles, dont certaines avant même que les avions les aient percutées. De fait, de grands panaches de fumée blanche apparaissent à la base de la tour sud quelques minutes avant qu'elle ne s'effondre. Peut-on croire encore que c'est le kérosène qui a causé la chute des tours? Dans presque toutes les vidéos de l'effondrement, on distingue de violentes projections 20 ou 60 étages au-dessous de la zone impactée. Ici. 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 Et là. Je sais ce que vous pensez. S'il y avait des explosifs ou des incendiaires dans le bâtiment, comment ont-ils pu pénétrer sans se faire remarquer? En décembre 2000, un état des lieux du World Trade Center recommande la rénovation immédiate des poutrelles d'acier des puits d'ascenseur des deux tours. Turner Construction, une entreprise située au 38e étage de la tour nord, est choisie pour effectuer les travaux. Tom Leppert, le PDG de Turner, entretient des relations privilégiées avec George Bush et Carlos Gutiérrez, secrétaire d'État au commerce. Le département du commerce est en charge du NIST, une agence dont nous avons déjà parlé. Turner Construction avait déjà effectué des travaux de protection contre l'incendie sur les étages qui ont été impactés par les deux avions. Bien entendu, tous les documents relatifs aux travaux de Turner sur les tours jumelles ont été détruits le 11 septembre. En outre, Marvin Bush, le frère du président, a fait partie du conseil d'administration de Securacom de 1993 jusqu'en 2000. Securacom, qui deviendra Stratasec, était une société de sécurité électronique financée par un consortium américano-koweïtien chargé de la sécurité de United Airlines, de l'aéroport international Dulles et, depuis le début des années 90 jusqu'au 11 septembre, du World Trade Center. Selon les autorités portuaires, il n'y a plus aucun document relatif aux travaux effectués par Securacom au World Trade Center. Donc, c'est une entreprise liée à une agence gouvernementale et qui devait par la suite enquêter sur la catastrophe qui a réalisé les travaux de rénovation des tours jumelles. Quant à la sécurité des bâtiments, elle était confiée à une entreprise qui avait des liens familiaux avec le président Bush. Et il n'existe aucun document sur la nature des travaux effectués. Pas de quoi fouetter un chat, en somme.
On me demande souvent comment a-t-on pu utiliser de la nanothermite à l'intérieur des bâtiments, comme si on essayait de mettre en doute cette possibilité. Comme si, faute de tout expliquer, on ne pouvait rien prouver. C'est absurde. Nous avons trouvé des explosifs dans la poussière, des explosifs qui n'avaient pas explosé, mais des explosifs quand même. L'étape suivante consiste à trouver qui a fait ça. Nous avons assumé le rôle d'enquêteurs scientifiques. C'est aux enquêteurs criminels de poursuivre et de découvrir qui a bien pu fabriquer cet explosif. À partir de là, on pourra trouver qui a donné l'ordre de le fabriquer et pourquoi. Si seulement nous avions pu examiner l'acier du World Trade Center. Malheureusement, les poutres ont été immédiatement expédiées par bateau et vendues à vil prix. C'est tout simplement de la destruction et de la dissimulation de preuves. Scandalisés par cette décision, les familles des victimes et les ingénieurs ont exigé que l'acier soit conservé pour être examiné. Bill Manning, journaliste à Fire Engineering, a publiquement qualifié ce nettoyage de Ground Zero de mauvaise farce. Pourtant, l'opération a continué jusqu'à ce que le site soit officiellement nettoyé le 30 mai 2002. Sans préjuger des moyens employés ni des responsables qui ont donné l'ordre, ce qui est arrivé aux tours jumelles paraît évident. Elles ont subi une démolition contrôlée selon une technique très sophistiquée et non conventionnelle. C'est une attaque psychologique contre le peuple américain qui a été perpétrée avec une précision militaire. « 10h03 à Shanksville, Pennsylvanie. Le vol 93 de United Airlines s'écrase dans une mine abandonnée à 860 km/h à 20 minutes de vol de Washington. Nombreux sont ceux qui soupçonnent que l'appareil a été abattu. D'abord, on raconte que des passagers ont pris le contrôle de l'avion et se sont sacrifiés pour tenter d'éviter le pire. La commission d'enquête finit par conclure que le pirate Ziad Jarrah a précipité l'avion au sol. Elle affirme également que l'armée était sans nouvelles du vol 93 jusqu'à 10h07, c'est-à-dire 4 minutes après le crash. Quelle trace reste-t-il du vol 93 ? Partons pour Shanksville, Pennsylvanie. Notre reporter Brian Cabell se trouve là où le vol 93 de United Airlines s'est écrasé mardi dernier, après être parti de Newark pour San Francisco. Il paraît qu'il y a du nouveau. Pouvez-vous nous en dire plus ? Il y a une heure, le FBI et la police ont confirmé qu'ils avaient interdit l'accès à une seconde zone située à 10 ou 12 km du cratère creusé par l'avion. Il s'agirait d'une autre zone de débris, ce qui soulève bien des questions. Pourquoi des morceaux formellement identifiés comme provenant de cet avion se trouveraient-ils 10 km plus loin? Ça paraît invraisemblable. Tous les débris trouvés ici sont dans un rayon de 100 à 200 mètres. On s'interroge sans vouloir trop spéculer. J'ai moi-même couvert un certain nombre de crashs et je crois qu'on peut dire qu'il n'est pas courant que les débris d'un appareil se trouvent dispersés sur une telle distance. C'est très surprenant dans la mesure où ici, la plupart des débris ont été trouvés dans une zone très restreinte, entre 100 et 200 mètres. Et tout d'un coup, on nous annonce qu'on a trouvé un nouvel amas de débris 10 km plus loin. Il s'agirait de tout petits morceaux. Les débris trouvés ici ne sont pas plus gros qu'une mallette, d'après ce qu'on nous dit. Les morceaux trouvés à 10 km sembleraient encore plus petits. Concernant le site du crash, d'après les autorités locales, tous les témoins oculaires ont remarqué qu'il y avait très peu de morceaux de l'appareil et très peu de traces de ses passagers. Des véhicules de secours sont arrivés plus tôt dans la journée et ils n'ont rien trouvé. Personne n'espérait trouver des survivants. Je vais interviewer Chris Kanicki. C'est un photographe de Pittsburgh qui travaille pour la Fox. Il vient de revenir du site.
Chris, j'ai vu les photos. Il n'y a rien sinon un grand trou dans le sol. En gros, c'est ça. De là où on était, on ne voyait qu'un grand cratère creusé dans le sol et des arbres brisés. On a aperçu des gens qui travaillaient sur le site, mais il ne restait pas grand-chose. Vous avez vu des débris? Non, rien qui laisse penser qu'un avion se soit crashé dans ce secteur. De la fumée, du feu? Rien, tout était calme, et même très calme. 2-3 personnes qui déambulaient, probablement des enquêteurs qui examinaient les morceaux. Le trou faisait quelle dimension? D'après ce que j'ai pu voir, je dirais entre 5 et 8 mètres de long sur, disons, 3-4 mètres de large. Sur le sol, vous avez vu autre chose que de la boue et des cendres? On ne distinguait rien, à part la boue, les cendres et des gens qui marchaient entre les arbres brisés. Il n'existe aucun précédent attestant qu'un gros porteur et ses passagers aient été complètement désintégrés après un impact, quelle que soit la vitesse, la cause de l'accident ou le site du crash. Le vol 981 de la Turkish Airlines a commencé à se briser en l'air après avoir subi une violente décompression. Il s'est écrasé en forêt. Les 346 passagers ont été tués. On a retrouvé 40 corps, dont 6 toujours dans leur siège. Le vol 182 d'Air India a été désintégré par un missile au-dessus de l'Atlantique. On a récupéré des morceaux d'appareil. 131 corps ont pu être repêchés et autopsiés. Le vol 123 de Japan Airlines a subi des avaries mécaniques 12 minutes après le décollage et s'est écrasé contre une montagne. C'est le plus grave accident aérien de l'histoire. On a récupéré des débris et il y a même eu 4 survivants sur les 500 passagers. Ce ne sont là que 3 exemples. Et pourtant, on nous affirme que le 11 septembre 2001, un Boeing 757 s'est écrasé dans un champ et n'a laissé pratiquement aucun débris ni aucun corps identifiable. En octobre 2001, le département de l'environnement a également signalé qu'on n'avait trouvé aucune trace de kérosène dans le sol, ni dans les nappes phréatiques sur le site du crash. Officiellement, le vol 93 s'est écrasé avec une réserve de 18 500 litres de kérosène, soit 37 tonnes de carburant. Comment est-ce possible? En 2006, durant le procès du présumé pirate Zacarias Moussaoui, le FBI a fourni des pièces à conviction en parfait état qui apparemment avaient résisté au crash. Parmi ces pièces à conviction, citons un bandana rouge, un permis de conduire du Royaume d'Arabie Saoudite, le permis de conduire de John Talignani et les effets personnels de l'hôtesse Sissi Lail, y compris son permis de conduire et sa carte de l'hôtel Marriott. Si un Boeing 757 peut disparaître sans laisser la moindre trace après un crash, des matériaux fragiles comme le papier et le tissu ont résisté pratiquement sans dommage. Le FBI a également publié des photos d'un moteur et de 2 pièces de fuselage, mais sans préciser où il les avait trouvées. Ce qui s'est réellement passé près de Shanksville le 11 septembre 2001 demeure un mystère. Mais une chose paraît claire, un 757 ne s'est pas crashé intact dans ce champ de Pennsylvanie. La façade s'est effondrée? J'en sais rien. Quelqu'un est tombé. Tu vois quoi? Je voyais très bien, et puis il y a eu de la fumée, du verre brisé. Je crois qu'on est les derniers ici. Tu devrais partir. Tout le monde est parti. Entendu. Vérifie que personne ne descend. J'entends le sommet de la tour qui s'écroule. En 1984, au World Trade Center, commence la construction du bâtiment 7, un immeuble de 47 étages de bureaux situé à 100 mètres de la tour nord. Ouvert au public en 1987, il abrite les bureaux du département de la Défense, du fisc et des services secrets. Le bâtiment 7 est le plus grand siège de la CIA après celui que l'agence occupe près de Washington. Les détails de l'organisation interne des bureaux demeurent classifiés. La Commission de la sécurité et des échanges
occupe également le bâtiment où elle entrepose 3000 à 4000 dossiers concernant ses enquêtes. Et bien entendu, elle n'a aucune idée de la nature des dossiers disparus. Le 8 juin 1999, le QG opérationnel des urgences du maire de New York, Rudolph Giuliani, s'installe au 23e étage. Ces nouveaux locaux sont situés à Manhattan, face aux tours jumelles du World Trade Center. Le QG du 23e étage est à l'épreuve des balles et des bombes. Il a sa propre réserve d'oxygène et ses générateurs électriques. Il est relié aux aéroports, aux gardes-côtes et au Pentagone. Tous les plans des immeubles de New York et des routes d'évacuation seront bientôt informatisés. Ici, on gérera aussi bien les ouragans et les pics de chaleur que les attaques terroristes. Si les responsables disent que leur QG n'est pas invulnérable, ils estiment qu'il pourra résister aux pires situations de crise imaginables. Deborah Feyrick pour CNN à New York. À 6h47 le matin du 11 septembre, avant le crash du premier avion sur la tour nord, le système d'alarme du bâtiment 7 est basculé sans préavis en mode test pour une période de 8 heures. Normalement, c'est une procédure de maintenance. Toutes les alarmes incendie seront donc ignorées. Après que le second avion a frappé la tour sud, l'électricité du bâtiment 7 est délibérément coupée et les occupants évacués. Après l'effondrement de la tour nord, presque tous les bâtiments du World Trade Center sont complètement détruits, mais leur structure reste debout. Le bâtiment 3, un immeuble de 22 étages, juste au-dessous des tours jumelles, est coupé en deux quand la tour sud s'effondre. Même si le bâtiment est gravement endommagé par la chute des débris, sa structure résiste. Le bâtiment 4, 9 étages, situé à l'est de la tour sud, est presque totalement aplati, mais ce qui reste de sa structure ne s'est pas effondré. Le bâtiment 5, 9 étages, situé à l'est de la tour nord, a subi de graves incendies et des dommages structurels. Le toit du bâtiment 6, 8 étages, situé entre la tour nord et le bâtiment 7, a été perforé et l'immeuble a subi de graves incendies. Mais ni le 5 ni le 6 ne se sont effondrés. Pas plus que la Deutsche Bank, qui est encore debout à ce jour et qu'on démolit poutre après poutre. Pas plus que l'hôtel Millennium, qui lui fait face. Le bâtiment 7, 47 étages de bureaux, à une centaine de mètres de là, subit des incendies sur quelques niveaux et des dommages structurels sur la façade sud, avant de s'effondrer totalement à la vitesse de la chute libre. On a très peu parlé de l'écroulement du bâtiment 7 après le 11 septembre. C'est très étrange en effet. Il n'a pas été percuté par un avion et pourtant il s'écroule à toute vitesse et tout droit sur ses fondations. Même si l'effondrement du bâtiment 7 semble invraisemblable, et si une enquête s'impose, sa carcasse en acier est déménagée du site pour être détruite. Aucun débris ne sera prélevé dans les décombres à des fins d'analyse. Mais des enquêteurs volontaires de la FEMA ont révélé après une étude limitée que des morceaux d'acier recueillis dans les décombres de ce même bâtiment présentaient un aspect totalement inédit. Certains présentaient de larges trous calcinés. Preuve qu'une substance corrosive à très haute température avait brûlé les poutres, ce qui laisse penser qu'elles avaient subi des températures supérieures à 1000 degrés Celsius. Ce que les scientifiques de l'Institut Polytechnique Worcester ont découvert, en utilisant les mêmes méthodes que nous avions employées pour les fragments rouges et gris, c'est-à-dire le microscope électronique et les rayons X, c'est que l'acier ayant été soumis à très haute température avait été oxydé et sulfité. Ils ont trouvé du soufre dans l'acier. Mais ce phénomène ne sera mentionné ni par la FEMA ni par les autres agences chargées d'enquêter sur le sinistre. Passons rapidement au mois d'août 2008. Le NIST a enfin publié son rapport préliminaire. Il est très intéressant. Il écarte la possibilité d'un incendie au gazole et il élimine aussi tout type de dommages dus à l'effondrement des tours, en particulier de la tour nord qui était de l'autre côté de la rue, Vesey Street, je crois. La chute des tours a causé des dégâts, bien sûr, mais le rapport écarte la possibilité qu'elle ait pu être fatale au bâtiment 7 et qu'elle ait provoqué son effondrement. Et je suis d'accord sur ce point.
Lors d'une séance de questions, après publication de son rapport, le NIST est obligé de reconnaître que lors de son effondrement, le bâtiment 7 est tombé en chute libre sur 31 mètres. Autrement dit, une accélération de 97 mètres par seconde au carré, ce qui revient à lancer une balle dans le vide. Voilà l'accélération. Ils admettent finalement dans leur rapport que Chandler et moi avions raison. Il y a eu accélération et pas seulement vitesse constante. Cette accélération est due à la force de gravité. En d'autres termes, chute libre. Ils font état d'une chute libre sur 31 mètres, ce qui représente en gros 8 étages. Cela signifie, conformément à ce qu'ils avaient déclaré le 26 août, que rien ne fait obstacle au toit. Rien. On le voit sur la vidéo. Il y a encore beaucoup d'étages intacts et le toit s'écroule d'un bloc. Donc, quelque part au-dessous, il y a bien 8 étages qui ont été pulvérisés. Les étages n'ont pas pu rester stationnaires parce qu'ils auraient fait obstacle à la chute et auraient ralenti l'accélération vers le bas. Rien ne fait obstacle. Or, la seule façon d'arriver à ce résultat, c'est la démolition contrôlée à l'aide d'explosifs. C'est la procédure courante. On élimine tous les obstacles. Le bloc supérieur tombe à une vitesse proche de la chute libre, dans ce cas, en chute libre. C'est stupéfiant. C'est drôle que Stephen Jones mentionne les explosifs et le fait d'éliminer des obstacles. 2 témoins oculaires ont affirmé à la télé que le 11 septembre, ils avaient ressenti une explosion dans les étages inférieurs. Le premier, c'est Michael Hess, sur UPN 9 à 11h59. Frank Occhiardo est au téléphone depuis New York avec des témoins. À vous, Frank. Oui, je me trouve avec monsieur Michael Hess, qui est conseiller municipal. Vous étiez coincé dans le bâtiment 7 du World Trade Center. Racontez-nous. Oui, j'étais dans le QG opérationnel au 23e étage. Quand l'électricité a été coupée dans l'immeuble, nous sommes descendus à 2 jusqu'au 8e où il y a eu une explosion. Nous avons été piégés par une épaisse fumée pendant 1h30. Ce sont les pompiers de New York, des as, des vrais, qui nous ont fait sortir. Le second témoin est Barry Jennings, interviewé par ABC peu après midi. Barry Jennings, vous étiez au 8e étage. Vous travaillez au service du logement. Racontez-nous ce que vous avez vécu. Monsieur S et moi, nous nous trouvions au 23e étage. Je lui ai dit, il faut sortir d'ici. On est descendu par les escaliers. Quand on est arrivé au 8e, une grosse explosion nous a renversés. Je me suis tourné vers S, je lui ai dit, on va y rester. J'ai pris un extincteur avec lequel j'ai brisé une fenêtre. Et c'est ce monsieur qui a entendu mes appels au secours. Nous avons retrouvé Barry Jennings en juin 2007 pour l'interviewer et tâcher d'en apprendre davantage. Bonjour, je m'appelle Barry Jennings, j'ai 52 ans. J'ai travaillé 33 ans au même endroit. Je suis marié, père de 4 enfants. C'est bizarre, je partais au travail, ça roulait bien. J'ai reçu un appel. On m'a informé qu'un petit avion Cessna avait percuté le World Trade Center. On m'a demandé de me rendre au QG du centre opérationnel, bâtiment 7 au 23e étage. En arrivant, j'ai vu plein de policiers dans le hall d'entrée. Ils m'ont guidé jusqu'à l'ascenseur. On est monté jusqu'au 23e avec Monsieur S, que je ne connaissais pas encore. On n'a pas pu entrer. Il a fallu redescendre. La sécurité et la police nous ont conduits vers le monte-charge. Ils nous ont fait remonter et on a pu entrer. En arrivant dans les bureaux du centre opérationnel, on a constaté que tout le monde était parti. J'ai vu un café sur une table. Il fumait encore. J'ai vu des sandwichs entamés. On était seuls, Monsieur S et moi. J'ai passé plusieurs appels. On m'a conseillé de partir et sans tarder. Monsieur S est arrivé en courant, il m'a dit « On est les seuls à cet étage, il faut partir d'ici ». Il a trouvé la cage d'escalier.
Quand on a atteint le 6e étage, le palier sur lequel on se trouvait a cédé. Il y a eu une explosion et le palier a basculé. Je me suis retrouvé coincé. Il a fallu que je remonte au 8e étage. Une fois au 8e, tout était plongé dans le noir. On n'y voyait rien. Et il faisait très, très chaud. J'ai demandé à M. S de tester les téléphones et moi j'ai empoigné un extincteur et j'ai brisé des vitres. Ceci fait, j'ai pu regarder dehors en dessous de moi. Je voyais des voitures de police en feu, des bus en feu. Je regardais d'un côté, le bâtiment était là, le temps de tourner la tête, il avait disparu. Je suis resté piégé là pendant plusieurs heures. J'y étais encore quand les deux bâtiments se sont écroulés. Les pompiers sont arrivés, ils sont montés jusqu'à la fenêtre. Je voulais descendre en m'accrochant à leur lance. Je refusais de rester là plus longtemps. Il faisait trop chaud. Les pompiers m'ont crié « Non, ne fais pas ça, c'est pas solide ». Et ils sont partis en courant. Je ne savais pas ce qui se passait. C'est à ce moment-là que la tour est tombée. Et ils sont partis quand la tour s'écroulait. Et puis ils sont revenus, ils avaient l'air encore plus inquiets. Et ils sont repartis. La seconde tour est tombée. La deuxième fois, avant de s'en aller, le pompier m'a dit « T'en fais pas, on va revenir te chercher ». Et ils sont revenus, à 10. Ils me demandaient sans arrêt « Où tu es ?»« On ne sait pas où tu es ». Je leur ai dit « Côté nord », parce que dans les escaliers, j'avais lu « Côté nord ». J'ai entendu toutes sortes d'explosions. Ça explosait tout le temps, sans arrêt. Je me disais, c'est peut-être les bus qui sont en feu, les voitures qui brûlent. Je n'ai rien vu qui... Vous comprenez? Mais je les entends encore, ces explosions. Les secours nous ont descendus dans ce qu'ils appelaient le hall d'entrée. Je leur ai demandé en bas où on est. Le type m'a répondu, c'était le hall d'entrée. Je lui ai dit, c'est une plaisanterie. Tout était en ruine. Tout. Avant, il y avait de beaux ascenseurs. C'était un hall énorme. J'en revenais pas de voir l'état où c'était. Le pompier qui nous avait fait descendre répétait, « Regardez pas par terre ». Pourquoi? J'ai dit, on marchait sur des gens. C'est une sensation qui ne s'oublie pas. On nous a sortis par un trou. Je ne sais pas qui avait fait ce trou dans le mur. C'est comme ça qu'on nous a sortis, par un trou dans le mur. Pendant qu'on me sortait, un pompier s'est écroulé. J'ai cru qu'il avait une crise cardiaque. Mais avant ça, un policier, un grand, très costaud, m'a dit « Faut courir ». Je lui ai dit « Je peux pas, j'ai mal aux genoux ». Il m'a répondu « Alors rampez sur les genoux parce qu'il va y avoir d'autres explosions ». C'est là que je me suis mis à ramper et que j'ai vu un pompier tomber derrière moi. Ses camarades sont venus à son secours, ils l'ont tiré à l'abri. Je cherchais une ambulance pour soigner mes genoux. Ils m'ont dit « Faut aller bien plus loin, jusqu'à un refuge ». Et avant d'y arriver, le type de la télé m'a interviewé. Je crois que c'est à peu près tout. L'histoire de Barry finit très mal. Fin août 2008, une nouvelle paraît sur YouTube qui diffuse la vidéo de son témoignage. Il est mort le 19 août 2008, 2 jours avant la publication du rapport du NIST sur le bâtiment 7, qui contredit totalement les déclarations de Barry en soutenant qu'il n'y a pas eu d'explosion à l'intérieur du bâtiment. Le NIST l'a explicitement affirmé. Il n'y a aucun témoignage signalant un bruit de cette ampleur. Aujourd'hui, tout ce qu'on sait, c'est que Barry était en parfaite santé avant d'être admis d'urgence à l'hôpital où il est décédé le 19 août. Un détective privé engagé pour enquêter sur la disparition de Barry Jennings a répondu « Vu certaines informations que j'ai découvertes, je pense que c'est une tâche destinée à la police. Je vous ai remboursé votre avance, veuillez ne plus me contacter au sujet de cet individu. » En conclusion, 2 hommes à l'intérieur du bâtiment 7, un immeuble qui abritait de nombreuses agences gouvernementales dont les missions restent secrètes,
manque de se faire tuer par une explosion avant que l'une et l'autre tour ne s'écroulent. Bien qu'il soit beaucoup moins endommagé que tous les autres bâtiments du World Trade Center, le bâtiment 7 s'effondre à 17h20, droit sur ses fondations, en endommageant à peine les édifices environnants. Et le rapport que le gouvernement a mis près de 7 ans à rédiger affirme que c'est à cause d'un incendie. Ça m'obsède. Ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. Et les explications qu'on m'a données sont totalement inacceptables. Parce que moi, comme je l'ai dit, j'y étais. Je l'ai vécu. Vraiment, j'ai cru y passer ce jour-là. Sachez que Michael S. et moi, on est tombés à genoux et on a prié quand on a vu que personne ne venait, qu'il n'y avait plus d'espoir. On s'est mis à genoux et on a prié. Et puis le pompier est arrivé avec sa torche en demandant « Il y a quelqu'un ?» Ce sont les mots les plus doux que j'ai jamais entendus. Je venais de dire à Michael « Va prier pour qui tu veux sous le bureau et moi je vais prier pour qui je veux parce que je crois qu'on ne s'en sortira pas. » Et c'est là que le pompier est arrivé et qui nous a sauvé la vie. Rentré chez moi, je me suis assis devant la télé et ma femme m'a dit « Pourquoi tu regardes ça sans arrêt ?» Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder. J'ai appris que le bâtiment 7 s'était écroulé. J'étais sidéré. Je me disais « Mais pourquoi il s'est écroulé ?» Mais je savais pourquoi. À cause des explosions. Que faire après avoir vu tout cela? Soit vous laisserez parler vos émotions, soit votre logique. Ou bien vous niez que de telles choses soient possibles. Vous maintenez que ces informations sont ridicules et vous passez à autre chose. Ou bien, vous admettez qu'il y a un certain nombre de problèmes sérieux et graves dans la version officielle des événements du 11 septembre et vous contribuerez à la création d'une nouvelle enquête sur cette catastrophe. Combien de temps le public américain ou le monde vont-ils attendre pour connaître la vérité sur le 11 septembre? Faut-il que les familles des victimes hurlent encore plus fort pour obtenir des réponses? Le 11 septembre, ce n'est pas seulement une tragédie qui a tué des milliers d'innocents. C'est un coup d'État américain, une prise de pouvoir par la force et la violence et une transformation de la politique étrangère et intérieure. On a massacré des civils en pleine lumière pour imposer un ordre nouveau. Mais la méthode n'est pas nouvelle. Voici Smedley Butler. Fils d'un avocat et homme politique, élu à la Chambre des représentants en 1897, il s'est engagé dans l'armée à 16 ans et à l'âge de 48 ans, c'était le plus jeune général de division de l'histoire des États-Unis. Il a été décoré 2 fois de la médaille d'honneur du Congrès. En juillet 1934, Butler est approché par 2 hommes qui lui offrent 30 millions de dollars et le soutien de 500 000 soldats pour tenter un coup contre le président Roosevelt afin de le destituer. Butler fait mine d'accepter et rencontre les véritables instigateurs du complot. La famille Dupont, les magnats de la sidérurgie américaine, Heinz, Standard Oil, General Motors, la Chase National Bank, les pneus Goodyear. Et le dernier, mais non le moindre, Prescott Bush en personne, le grand-père du président George W. Bush. Ce complot visait à installer un régime totalitaire comme en Allemagne nazie ou en URSS, avec l'espoir de sortir de la Grande Dépression. Butler tente de dénoncer ce complot en témoignant devant un comité de la Chambre des représentants, composé de John McCormack et de Samuel Dickstein. Devinez ce qui s'est passé. Les représentants l'ont cru, mais ils ont refusé de poursuivre les instigateurs. Les médias s'en sont pris à Butler, prétendant qu'il s'agissait d'un canular et qu'il avait raconté des balivernes. Le président Roosevelt passa finalement un marché avec les conspirateurs et il n'en fut plus question. L'Amérique a été prise en otage le 11 septembre 2001. Non pas par Oussama Ben Laden et son réseau d'Al-Qaïda,
télécommandée depuis une grotte d'Afghanistan, mais par un groupe de dictateurs prêts à tout pour conserver leur mainmise sur les États-Unis. Un groupe indépendant de tout dirigeant et de tout gouvernement. Tant qu'il n'y aura pas de nouvelle enquête sur ces événements, nous ne lâcherons rien. Nous ne nous tairons pas. Posez des questions. Exigez des réponses. We saw the towers for the ashes like they were laced with bombs. And ever since we've been at war like Genghis Khan and Phoenix for a fascist world state. An Orwellian nightmare where rights are stripped bare. Get prepared for the future of wiretaps. Cameras on every corner. Blackwater sharpshooters with scopes locked on ya. The Patriot Act has us watching our backs in front like they're here to save us while they're on the attack. And we act like we didn't see it coming from a nation built by theft and genocide. Gunning down opposition, listen, worldwide is well known that America will eat its own. So long to what you thought was democratic. These times are catastrophic, cause war is a means to profit. Control and manipulate the masses, it's classic. Evil caskets, be full of people blasted. They lie, they scam, they cheat and steal. They plot, they fund, they act, it's real. They watch, they hunt, they punish and kill. Welcome to the aftermath. They lie, they scam, they cheat and steal. They plot, they fund, they act, it's real. They watch, they hunt, they punish and kill. Welcome to the aftermath. Ground zero, the launch pad for endless killing that Bush desperately needed to fool the millions into supporting an agenda to conquer the planet. I wonder how the children felt when the first bomb landed in Afghanistan. Operation Enduring Freedom was the first act of treason. Must I tell you the reason? Start reading and stop believing network news. They're concerned with making money, not telling the truth. Deep in the night, I'm turning and tossing, knowing cities are burning, lost in the silence of the empire's coffin. Over 1 million Iraqis murdered, human beings never to be seen again or heard of. Now who's next in the name of America? Famous for heinous war acts, vain insane leaders feed us lies and ignore facts. But factors were smarter and stronger than what they hoped for. The war on terror, deceptive like Reagan's Coke War. They lie, they scam, they cheat and steal. They plot, they fund, they act, it's real. They watch, they hunt, they punish and kill. Welcome to the aftermath. They lie, they scam, they cheat and steal. They plot, they fund, they act, it's real. They watch, they hunt, they punish and kill. Welcome to the aftermath. 20 years from now, what will Americans be like? Slaves will behave to human beings with rights that we fight. We might still have a chance instead of hoping for change. We gotta advance, take a stance and be heard. Silence is the enemy. Words have power, but actions speak louder. Pretend to be free till you die a slave, a soldier in the desert searching for a ghost in the cave. For the corporation, I run out of patience. Sick of seeing troops sink to die for your lives. Spending dollars in debt, we holler in protest till we have your arrest. We will not rest, and we know what you did that day. Kill your own citizens to advance your ways. All my real patriots stand up and say 9/11 was an inside job. They lie, they scam, they cheat and steal. They plot, they fund, they act, it's real. They watch, they hunt, they punish and kill. Welcome to the aftermath. They lie, they scam, they cheat and steal. They plot, they fund, they act, it's real. They watch, they hunt, they punish and kill. Welcome to the aftermath.